Donc, nous avons maintenant une troisième présentatrice qui s'appelle Amy Gervais, qui est de l'Université de Montréal. Et je mets mes lunettes. Alors, Amy est candidate à la maîtrise en histoire sous la co-direction de Thomas Veen et d'Hélène Dewar. Le sujet de son mémoire de maîtrise s'intitule « Passer outre la barrière culturelle, comment les Britanniques se renseignent sur les populations du Canada et de l'Inde, 1757-1774 ». Alors aujourd'hui, sa présentation s'intitule « Espace impérial versus espaces coloniaux, l'information comme vecteur d'intégration du Canada et de l'Inde au sein de l'Empire britannique ». On t'écoute. Oui, merci. Donc, une présentation qui se distingue quand même des présentations de mes collègues. Oui, mon titre, Espace impérial versus espaces coloniaux, entre les années 1757 et 1774. Donc, ce matin, c'est un exemple de macro-histoire que je vous offre. Dans les années 1750 et 1760 et 1770 aussi, on est dans une période de changement dans l'impérialisme britannique. C'est aussi les décennies qui correspondent à la guerre de 7 ans. On passe d'un empire qui était très maritime, centré sur ses centres commerciaux, à un empire qui va être de plus en plus territorial, qui va se consolider, surtout au 19e siècle, mais on en est au premier balbutiement à ce moment-là. Et moi, ce que je me questionne, c'est comment, à une époque à la fin du 18e siècle, alors que les communications ne sont pas toujours évidentes, comment est-ce que se forme cet empire-là et comment est-ce que les différents espaces coloniaux, les colonies avec leurs distinctions propres, vont en venir à faire partie d'un seul espace qui est l'espace britannique. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer. La guerre de 7 ans en Amérique, communément appelée la guerre de la conquête, on la connaît très bien ici, au moment où l'Empire britannique s'empare de la Nouvelle-France, officiellement cédée par la France avec le traité de Paris en 1763. Lors de l'arrivée des Britanniques, quelques mots sur l'état de la colonie, surtout la vallée laurentienne, qui est la région qui m'intéresse dans mon mémoire, puisque c'est l'endroit où les Britanniques y siègent, si on peut dire ça ici. La vallée laurentienne est... La population qui est d'origine européenne, en majorité française et catholique, habite dans la vallée laurentienne, où il y a aussi quelques peuples autochtones dits domiciliés, par exemple Kahnawake, proche de Montréal. Donc, c'est une population qui est différente à la population britannique, avec un code de loi différent, traditions différentes, etc. Ensuite, si on passe à l'océan Indien, la guerre de 7 ans, donc si on ne se concentre pas sur le conflit européen qui oppose les Britanniques aux Français, c'est aussi à cette même période-là qu'il y aura pour la première fois une expansion territoriale en Inde où les armées de la East India Company vont tenter de pénétrer le sous-continent indien avec la bataille de Plassey en 1757, qui est la date retenue dans l'historiographie comme pour la première fois l'entrée dans le sous-continent indien par les Britanniques. Ça se situe au Bengale. Malgré la présence des Britanniques depuis quand même vraiment longtemps avant, depuis le début des années 1600, mais c'était une présence surtout commerciale au début avec des comptoirs sur la côte de l'Inde. Mais là, pour la première fois, on tente de s'emparer du territoire. L'Inde, à cette époque-là, à la fin du 18e siècle, est encore sous le contrôle de l'Empire moghol, qui est un empire en déclin quand même depuis presque quelques décennies, mais il y a encore un empereur moghol en 1750. La façon de fonctionner de l'Empire moghol est très décentralisée. Chaque région a une sorte de gouverneur qu'on appelle le Nawab. Donc, l'autorité au Bengale, au moment où les Britanniques tentent de l'expansion territoriale, c'est un nawab. Et au niveau culturel, l'Empire moghol est un empire musulman dont la langue administrative est le perse et une grande majorité de la population est hindoue. Donc, il y a une pluralité religieuse, une pluralité culturelle aussi sur ce territoire-là à l'arrivée des Britanniques. Donc, on se retrouve en 1750, 60 et 70, à un moment où la métropole, Londres, qui est le siège de l'autorité de l'Empire britannique, tente d'intégrer deux territoires qui sont complètement différents. D'un côté, le Canada et de l'autre côté, le Bengale. Les deux situations sont quand même différentes. D'un côté, au Canada, c'est vraiment une conquête faite par les armées de la couronne. Il y a... comme j'ai dit précédemment, la Nouvelle-France est officiellement cédée à la Grande-Bretagne, mais après 1763, on tente de l'intégrer en mettant en place un nouveau gouvernement, une nouvelle administration, mais les premières années sont très difficiles pour les Britanniques parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la population qui est d'origine européenne, mais française et catholique. Et l'Acte de Québec en 1774 va être la première étape vers l'organisation de la colonisation britannique au Canada. En Inde, la situation est
vraiment différente. Au début, à partir de la bataille de Plassans en 1757, cette expansion territoriale-là, comme je l'ai mentionné, s'est faite par l'entremise de la East India Company, qui a ses armées privées. Donc, ce n'est pas la couronne ou les armées coloniales qui vont essayer de s'emparer de l'Inde comme une conquête du Bengale, plus précisément. Mais par contre, à la fin des années 1760, la East India Company a de graves difficultés financières et ça attire l'attention du Parlement. Et donc, Londres va s'ingérer de plus en plus dans les affaires de la compagnie au Bengale afin d'en tirer profit et afin d'ajouter ce territoire-là à l'Empire britannique. C'est un processus qui va être très long. Le Regulating Act en 1773, c'est juste la première étape, en fait, première présence officielle de Londres dans les affaires de la compagnie en Inde avec la nomination d'un premier gouverneur général de l'Inde, Warren Hastings, qui va siéger à Fort Williams à Calcutta en Inde. Face à ce contexte-là, ma problématique plus large que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est comment est-ce que les Britanniques peuvent arriver à annexer deux territoires aussi différents, à l'altérité culturelle évidente, comme j'aime le dire souvent, dans un but de former un seul espace intégré. Et aussi, est-ce qu'il s'agit réellement d'un espace intégré à cette époque-là? Pour cette présentation-là, mes sources sont les débats parlementaires de la House of Commons en 1769 et 1774, donc les débats qui correspondent d'un côté à l'Acte de Québec et de l'autre côté au Regulating Act et à la mise en place de nouvelles lois pour s'ingérer, pour que le Parlement s'ingère dans les affaires de la compagnie. En réponse à cette question-là, eh bien, moi, je me questionne sur la place de l'information coloniale, l'importance de l'information coloniale comme outil pour le Parlement pour en venir à intégrer ces deux espaces-là, à savoir quoi faire avec ces deux espaces-là, quoi légiférer afin de les intégrer à l'espace. Par information coloniale, qu'est-ce que j'entends? C'est tout simplement toutes les caractéristiques par rapport aux colonies, que ce soit sa population, ses lois, coutumes, traditions. Ça peut être aussi des données plus géographiques, les sources de revenus possibles. Le type d'information va dépendre grandement du contexte. Donc, d'une part, si on commence avec le Québec, là, j'ai vraiment plein de citations sur mon PowerPoint. Vous pouvez vous amuser à les lire pendant que je parle, ça ne me dérange pas du tout. Donc, l'information dans les débats parlementaires. On est en 1773-1774. Les parlementaires ont un projet de loi devant eux qui va éventuellement devenir l'Acte de Québec et on doit choisir qu'est-ce que va contenir l'Acte de Québec afin de légiférer et organiser l'administration britannique. On est dans un contexte où il y a beaucoup de tensions dans la colonie parce que d'un côté, la population canadienne ne veut pas prêter en majorité le serment du test, donc on ne veut pas mettre de côté notre religion catholique, donc de ce fait, on ne peut pas avoir un poste dans un nouveau gouvernement. D'un autre côté, il y a tellement peu de Britanniques qui immigrent au Canada qu'on n'a pas une assez grande population pour mettre en place un nouveau gouvernement. Mais là, les Britanniques immigrent, ils sont, bien là, on veut un gouvernement aussi, on ne veut pas être que géré par un gouverneur. Donc, on est aussi dans un contexte de montée des tensions aussi avec les 13 colonies. Et en métropole, on est conscient que géographiquement, la vallée laurentienne est beaucoup plus proche des 13 colonies. Circulation de l'information à cette époque-là, ça voyage plus rapidement entre 13 colonies et vallée laurentienne qu'entre Londres et la vallée laurentienne. Donc, tout d'abord, on voit un souci des parlementaires pour avoir plus d'informations. Et cette information-là, ça va être de savoir quelles sont les plaintes des Canadiens. Si on commence avec la première citation en haut dans mon PowerPoint, on voit McWhorr, qui est un parlementaire en mai 1774, il affirme « Information is what we want ». En fait, cette longue citation-là, en gros, il affirme « Je ne suis pas capable d'avoir une bonne idée, de me faire une opinion sur le projet de loi qui est l'Acte de Québec parce que je suis trop peu informée ». Et là, on voit en bas, pour le titre d'information, comme je le mentionnais, Townshend qui affirme « Mais on veut savoir quelles sont les plaintes de la population canadienne ». Et là, la dernière citation en bas est assez éloquente. Comment est-ce qu'à Londres, on peut sentir le pouls de, dans le fond, la volonté de la population canadienne? Qu'est-ce qu'ils veulent? Marriott, qui est Advocate General pour le Québec à cette époque-là, est mandaté par le roi pour établir un plan pour mettre en place un nouveau système judiciaire. Et alors qu'il siège devant la House of Commons et qu'on lui demande, bien, selon vous, qu'est-ce que les Canadiens et Canadiennes y veulent? Il répond, « I do not know a single Canadian. I never was in Canada. » À ce moment-là, quelles sont les sources d'information? Ça va dans deux sens pour le cas du Québec. D'un côté, à cause d'une séparation des pouvoirs, le Parlement n'a pas automatiquement accès aux documents compilés par le roi et le Board of Trade, qui, au début de la colonie,
a envoyé des questionnaires à Murray et Carleton, les 2 premiers gouverneurs, parce qu'ils voulaient avoir plus d'informations. Donc, d'un côté, on cherche à avoir l'accessibilité de ces documents-là, mais de l'autre côté, en 1774, on se résout à avoir devant la Chambre des témoignages d'administrateurs britanniques qui ont siégé en colonie directement et qui, donc, eux, peuvent avoir une petite idée de qu'est-ce que la population canadienne veut. Ces administrateurs britanniques-là sont, par exemple, Carleton. Celui que j'ai mis dans mon PowerPoint, c'est Hay, qui est notaire, qui a travaillé auprès de Carleton. Il y a aussi Mazeres. Donc, on voit ici, dans la situation que j'ai mis, Townshend, il demande, selon vous, est-ce que les Canadiens approuveraient les lois anglaises pour gérer les affaires civiles? Et le notaire en question qui répond, ils ne connaissent pas beaucoup les lois anglaises, ils sont très attachés aux lois civiles. Donc, comme source d'information, à ma lecture des débats parlementaires, ce que j'ai remarqué, c'est que les parlementaires se fient beaucoup à l'expérience de leurs administrateurs britanniques qui, eux, ont siégé directement en colonie. Ensuite, si on passe du côté du Bengale, donc, premièrement, il y a l'existence de ce souci-là pour l'information aussi dans les débats parlementaires. Par exemple, la citation de Cornwall dans un débat en avril 1772 qui affirme « We are not properly informed ». Donc, on est dans une situation où les parlementaires doivent mettre en place des nouvelles lois pour s'ingérer dans les affaires de la compagnie avec le Regulating Act. Mais là, la situation est qu'ils ont besoin d'encore plus d'informations, non seulement par rapport à l'état de l'administration coloniale qui se développe, donc quelles sont les relations de la compagnie avec la population locale, mais d'un côté aussi l'état financier de la East India, que je ne parlerai pas aujourd'hui dans ma présentation. Donc, on a besoin, encore une fois, de plus d'informations à Londres afin de légiférer sur ce territoire-là qui va éventuellement être inclus dans l'Empire britannique. Par contre, il y a à ce moment-là une résistance de la East India Company. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, comme je l'ai mentionné au début, c'est vraiment la compagnie qui a commencé à opérer cette expansion territoriale-là par ses armées privées. Certains historiens ont parlé d'un empire dans un empire en parlant de cette compagnie-là parce que puisqu'il s'agit d'une compagnie à charte, elle était quasi indépendante de ses actions. Elle avait beaucoup de pouvoir lorsqu'elle faisait du commerce à l'étranger. Donc, le Parlement, en voulant s'ingérer dans ses affaires, il y a une résistance à la East India Company. Et ce qui est intéressant, ils utilisent l'argument de l'information afin de dire « Wow, vous ne pouvez pas trop vous ingérer dans nos affaires ». Par exemple, la dernière citation que j'ai mis en rouge dans mon PowerPoint, c'est un parlementaire, mais qui est aussi propriétaire d'actions dans la compagnie, donc ça se faisait à l'époque, qui siège et qui affirme, mais c'est inconcevable qu'un comité issu de la House of Commons peut avoir une meilleure idée que les directeurs et les propriétaires de la compagnie sur la façon de gérer l'expansion territoriale en Inde, parce que un peu plus loin dans la citation, ils disent ils n'y sont pas allés physiquement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que l'information a une double valeur. Non seulement les parlementaires en ont vraiment besoin pour être capables de légiférer sur les 2 territoires, mais l'information devient aussi un critère de légitimité afin d'avoir un pouvoir sur le territoire. Donc là, on n'est même plus dans un conflit entre colonisateurs d'un côté et colonisés, on est un conflit entre 2 colonisateurs, si on peut vraiment simplifier comme ça, qui veulent s'emparer d'un territoire à des fins commerciales d'un côté pour la compagnie, à des fins territoriales et prise de possession pour Londres de l'autre côté. Malheureusement pour le Parlement, dans cette situation-là, quelle est la source d'information? Eh bien, c'est les documents compilés par la East India Company. Depuis les débuts, à la India House à Londres, les directeurs de la compagnie vont se créer un système d'archives, un complexe d'archives incroyable, donc avec toute l'information qui leur proviennent de l'Inde. Et cette information-là, que eux-mêmes, les directeurs, y compilent, viennent de leurs agents qui, eux, sont situés... dans mon cas, c'est Fort Williams à Calcutta en Inde, mais ils ont d'autres centres commerciaux aussi sur la côte indienne. Et là, on le voit dans la citation. Donc, un comité de la House of Commons qui discute d'une loi sur les dividendes de la compagnie vont se fier à un recueil de lettres venant d'agents de la compagnie en Inde qui arrivent tel navire à telle époque. Donc, si on compare plus concrètement, là, on met en relation ces 2 situations-là, on se ramasse dans une situation où les parlementaires ils ont 2 situations complètement différentes devant eux, 2 territoires qu'ils tentent d'intégrer à cet empire-là qui se forme, parce que, j'ai oublié de le mentionner au début, non seulement c'est un changement vers un empire qui est de plus en plus territorial, mais c'est aussi la naissance d'une conception impériale. Donc, en métropole, on commence à être conscient de cet espace-là qui se crée.
aussi, dans les deux situations, quelles sont les sources d'information? Eh bien, ça va être surtout les administrateurs coloniaux ou les agents coloniaux qui vont se situer directement en colonie. Afin de faire un parallèle avec ma présentation d'aujourd'hui et mon sujet de mémoire à plus large titre, il existe, en fait, je le conceptualise comme ça, il existe un long processus de renseignement pour la métropole afin d'arriver à coloniser les différents territoires. Et la métropole se situe seulement à une extrémité. L'autre extrémité étant justement cette action-là en colonie, comment les administrateurs et agents coloniaux vont interagir avec les dirigeants locaux, par exemple, les acteurs et actrices venant de la population locale directement. Donc, face à ce contexte-là où la métropole tente d'acquérir l'information par leurs agents coloniaux qui ont séjourné directement en colonie, eh bien, je me questionne sans avoir une réponse pour vous aujourd'hui si réellement, à cette époque-là, on peut déjà parler d'un empire britannique qui est intégré sous une seule autorité. Et je nous laisse avec une citation d'une historienne que j'apprécie beaucoup, c'est Anna Westmuller, qui affirme que, ultimement, l'espace impérial laisse à l'époque beaucoup de place pour les administrateurs coloniaux. Donc, finalement, à cette époque-là, est-ce qu'on pourrait dire que l'Empire britannique, qui est supposé être un seul espace, n'est pas plutôt un espace morcelé avec plusieurs espaces dits coloniaux? Voilà. Merci pour cette intéressante présentation.